Donc, pour le prochain conférencier, là, je vais pas vous le cacher, quand j'ai lu le titre de la conférence, il a fallu que je lise la description pour comprendre. Donc, FOD Busters, qu'est-ce que ça va être? Donc là, j'ai compris que FOD voulait dire Fear, Uncertainty. Oh là là, on va recommencer ça. On rewind 2 secondes dans le passé. FUD voulait dire Fear, Uncertainty and Doubt. Vous voyez, complètement bilingue. Donc, peur, incertitude et doute. Donc, j'ai compris qu'on allait démystifier ou déconstruire les discours basés sur ces éléments qu'on entend très et trop souvent en cybersécurité. Donc, j'étais déjà conquise. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce on va apprendre dans ta conférence, Guillaume. Donc, sans plus attendre, Guillaume Ross. Allô, allô? 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 C'est bon ça? Parfait. Ah, puis j'ai des slides en plus. OK, on est prêt. Oui, aujourd'hui, je voulais venir vous parler de pod un peu, mais je comprends que je suis votre dernier obstacle avant le cocktail. Fait que vous allez voir, c'est pas super sérieux comme présentation, mais il y a quand même un message en l'air de ça. Puis je vais avoir besoin de personnes pour participer. On va avoir un ou deux micros qui va se promener. Mais pour commencer, je vais vous donner quelques faits complètement inutiles sur moi, puis après ça, je vous expliquerai pourquoi. Donc, on a parlé d'erreurs tantôt. Mon premier matin à un nouvel emploi, j'ai accidentellement éteint une ferme Citrix et complètement détruit la productivité. Merci. C'était moi. À la job d'après, j'ai brisé la clip sur le processeur d'un serveur qui, à l'époque, ça valait à peu près 10 000 juste ce processeur-là. Et HP ne vendait pas juste la clip. Je ne l'ai jamais admis. J'étais allé acheter de l'époxy, je l'ai collé. Ça a fonctionné pendant 5 ans. Puis ça n'a pas rapport à l'informatique, mais j'ai lancé une bûche accidentellement sur l'auto du chum de ma mère quand j'étais jeune, côté passager. Il s'en est pas tout de suite rendu compte. Il est allé au Costco, puis quand il est revenu, il a dit ben tabarnak, quelqu'un m'a reculé dedans au Costco. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans beaucoup de présentations, les gens vont s'introduire, dire j'ai travaillé là, j'ai fait ça fait 22 ans que je fais ci puis ça, mais en réalité, il est à peu près 4 heures. Tout le monde s'en fout. Puis de toute façon, ce dont je vais vous parler, je veux qu'on parle des faits. Puis dans bien des cas, l'expérience n'est pas nécessairement un avantage. On en a parlé un peu tantôt, on a des biais cognitifs qui peuvent venir avec l'expérience. Fait que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'expérience qu'il va avoir des moins bonnes réponses à ce dont on va parler tantôt. Puis même dans bien des cas, je dirais que c'est l'inverse. Fait que c'est pour ça que ça ne sert à rien de vous donner des faits utiles sur moi parce qu'ils ne le seraient pas. Donc, on va parler de FOD. Je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction officielle pour FOD, qui est Fear, Uncertainty and Doubt, mais ça pourrait être peur, incertitude et doute. C'est une technique qui peut être utilisée de façon malicieuse ou juste accidentellement. Des fois, en sécurité, on peut avoir la tendance à vouloir convaincre les gens en leur faisant peur. Tu sais, ah, si tu ne fais pas ça, il va arriver telle chose. Puis on n'est pas nécessairement bon en évaluation du risque, puis des fois, on ne va pas nécessairement prendre le scénario qui est le plus plausible. Il y a des compagnies, il y a des fournisseurs qui vont utiliser cette technique-là dans leur vente. C'est très, très commun, puis ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est bénéfique à long terme. Mais ce qui est dangereux, c'est que des fois, on se met nous-mêmes à répéter les mêmes choses parce qu'on les a toujours dites, puis peut-être que c'était vrai en 2011, puis peut-être que c'était vrai en 2016, mais c'est plus vrai en 2025. Donc, maintenant, c'est rendu une légende urbaine, puis on n'arrête pas de la répéter. Donc, j'ai pris quelques exemples de choses que je considère être presque des légendes urbaines, puis je vais demander à des gens parmi vous d'argumenter pour ou contre certains de ces points-là. Mais je vais vous donner quelques exemples bientôt. Donc, pourquoi Podbuster? Mais parce que je parle à vraiment beaucoup de clients dans une année. Je fais partie de IANS Research, qui est un organisme, imaginez un peu comme Gartner, mais beaucoup plus tactique. Je parle à, je ne sais pas, 15-20 clients par mois. Puis il y a beaucoup de discussions que je vois en ligne. Tu sais. On s'ostine sur LinkedIn, on parle de ci puis ça, puis entre personnes de sécurité, mais que je m'ai fait répéter par des gens qui ne travaillent pas nécessairement en sécurité ou qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là. Puis je vois que ça a vraiment un impact. Les gens lisent ça, pensent que c'est vrai, puis je me retrouve à devoir défaire cette conception de la réalité-là qui est pas vraie quand même assez souvent. Fait que je pense que si tout le monde fait un peu ça, ben, ça va avoir un impact assez positif sur la sécurité.
Donc, je vais vous parler d'un concept que je connais depuis au moins 20 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça auparavant. Non, mais sans blague, je regardais la présentation de Vanessa, puis je me disais, c'est comme la version non professionnelle de la même présentation, mais avec des exemples. Donc, c'est ça. En réalité, je parle à vraiment beaucoup de gens, puis je vois que ces légendes urbaines-là, ils ont vraiment des impacts réels, comme par exemple des compagnies qui ont des budgets limités qui vont les mettre complètement au mauvais endroit. Puis je vais vous donner juste un exemple. Cette semaine, je parlais à quelqu'un qui a des problèmes de sécurité quand même assez graves à tous les niveaux, incluant des trucs qui sont exposés sur Internet. Mais en ce moment, ils dépensent de l'argent et du temps sur augmenter la sécurité de leur réseau physique, alors qu'ils n'ont rien dans leur réseau physique, là. Ça pourrait être un Starbucks, puis ça ne changerait absolument rien. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont ultra parano sur la sécurité du Wi-Fi, alors qu'il n'y a rien sur le Wi-Fi. Fait que cette priorisation-là est absolument biaisée par toutes ces légendes urbaines-là. Donc, on veut avoir un impact positif sur la sécurité, réduire l'anxiété des gens qui ne travaillent pas en sécurité, parce que si on est toujours en train de leur dire ah, ce que tu fais, c'est dangereux, fais pas ça, c'est sûr que tu vas te faire hacker, c'est pas productif. Les gens ont une certaine capacité d'absorber l'information, un certain budget de temps, que ce soit une personne ou une entreprise, fait qu'on veut vraiment bien l'utiliser. Puis souvenez-vous, si vous implémentez des trucs de sécurité dans votre entreprise, ça rajoute de la friction sur la productivité d'un employé, vous avez un certain budget de friction que vous pouvez créer aussi avant que tout le monde se revire contre vous puis dise que bon, l'équipe de sécurité fait juste nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, choisissez très bien où est-ce que vous voulez utiliser cette friction-là parce que vous n'en avez pas un budget illimité. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la loi de Cunningham qui dit que la meilleure façon d'avoir une réponse sur Internet, c'est pas de poser une question, mais c'est de poster la mauvaise solution et puis tout le monde va venir vous corriger par en dessous. Donc, j'admets que des fois, ça peut un peu m'arriver de vouloir faire ça. Et pourquoi il faut qu'on soit plusieurs puis que je vais vous impliquer là-dedans? C'est à cause de la loi de Brandolini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la loi de Brandolini? Je suis sûr qu'Olivier il la connaît, mais il ne lève pas sa main. Elle est connue aussi sur son nom plus commun du Bullshit Asymmetry Principle. C'est- Je pense dans l'ère de l'intelligence artificielle générative, ça devient encore plus important comme principe. Donc, en gros, ça prend 10 fois plus d'énergie pour défaire une légende urbaine que ça prend pour la créer. Donc, quelqu'un dit quelque chose, ben on voit ça par exemple dans les médias, s'il y a quelque chose qui est imprimé, qui est faux ou qui est erroné, la correction qui va venir 3 jours après, elle ne sera pas sur la première page, puis personne ne va la lire. Fait que c'est un peu ça, donc il faut être plusieurs si on veut essayer de défaire ces mythes-là. Donc, comment faire pour défaire ces mythes de sécurité dont on va parler? C'est, premièrement, c'est sûr qu'il faut être ouvert d'esprit, puis c'est pour ça que je suis content. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'étudiants dans la salle. Il y a vraiment beaucoup de personnes que je ne reconnais pas. Puis je pense que c'est une très bonne nouvelle. Puis pensez aux vrais risques de sécurité. Pensez pas à ah, on a toujours fait ça, fait qu'on va continuer de le faire. Si vous regardez les journaux, tout le monde se fait hacker à tous les 3 jours. Fait que pourquoi on essaie de faire la même chose que les autres? Ça n'a aucun sens. Je dis faites vos recherches, OK, oui, mais faites-les pour vrai. Puis, quand c'est applicable, essayez toujours de recommander la pratique qui est plus simple et efficace plutôt que de regarder ce qui serait parfait. Si on dit perfect is the enemy of good enough, entre spécialistes en sécurité, des fois, on va aimer parler de ah, t'as-tu vu, il y a une attaque par, je ne sais pas, le réseau électrique, quelqu'un pourrait sniffer le clavier de quelqu'un qui est dans le bureau à côté, c'est correct, mais montrez-moi qui s'est fait, qui a eu une brèche à cause de ça, avant d'aller en parler à des gens qui ne sont pas juste des nerds de sécurité qui veulent parler d'attaques super, super avancées. Donc, on va commencer avec des exemples. Bon, premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà ri du password book? Levez vos mains. Bon, je m'inclus là-dedans. Je veux dire, oui, c'est drôle, on dit, ah, tu vas pas aller planter tes passwords dans un livre, c'est même pas chiffré, si ta maison passe au feu, tu vas perdre tes mots de passe, puis tout ça, mais pour 90 peut-être 99 des gens, le vrai risque, c'est de réutiliser le même mot de passe tout le temps, de ne pas avoir de deuxième facteur, puis ils n'essaient pas de se défendre contre la CIA qui rentre dans leur maison puis qui va aller voler leurs livres pour se loguer sur le compte Facebook. C'est vraiment pas ça le risque pour la plupart des gens. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose que je dirais, oui, je suis coupable d'avoir ri du password book, mais quand on y pense pour vrai,
pour la plupart des gens, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis c'est mieux que de ne pas en avoir, puis d'avoir, bon, les mots de passe qui ont été montrés auparavant, je ne les répéterai pas, mais d'avoir le même mot de passe partout. Donc ça, c'est un exemple assez simple. Puis vu qu'on est en 2025, je vais commencer, j'ai pas le choix, c'est la loi. Si je ne commence pas avec un exemple sur l'intelligence artificielle, je perds je perds mon droit d'être à une conférence. Donc, DeepSeek. Tout le monde parlait de DeepSeek au mois de décembre, puis là, on sait que bon, tout le monde est expert de tout. Puis, il y a une question qui est ressortie, parce que là, on sait que bah, la Chine, c'est mal, tout ça. Puis, on s'est dit, bon, ils disent que ça a coûté 6 millions de dollars pour ce modèle-là. Donc, qui pense que DeepSeek, à main levée, là, je ne vais pas demander de répondre, qui pense que DeepSeek a menti sur les coûts de training de leur modèle R1? OK, je dirais peut-être le tiers des gens. Je ne sais pas pourquoi vous pensez ça. C'est correct de le penser. Puis j'ai vu plusieurs personnes poster, là, ça c'est un exemple sur Facebook, ils ont dit que ça coûtait 6 millions de dollars, mais ça a pris 50 000 GPU qui valent 944 millions US, donc ça n'a pas rapport, c'est vraiment plus que 6 millions. Mais est-ce qu'ils ont dit que ça a coûté 6 millions de dollars pour bâtir tout ça? Ils ont jamais, absolument jamais dit ça. Quelqu'un prenait la peine d'ouvrir le PDF. Ce qu'ils ont dit, c'est que ça leur a coûté environ 6 millions en temps de GPU pour le training final du modèle V3. Ils n'ont jamais parlé du coût du modèle R1 et ils n'ont surtout jamais dit le coût total de la recherche et développement, le coût total de l'infrastructure, puis de tout ce qu'on a fait était de 6 millions de dollars. Donc, ils n'ont jamais dit que vous pouviez répliquer le même résultat pour 6 millions de dollars, mais c'est parti en bulle, puis tout le monde se met à répéter ça, puis c'est comme devenu un fait. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que cette partie-là soit pas vraie? C'est très possible, mais je n'ai pas vraiment vu de gens argumenter là-dessus. Puis ce que ça cause, c'est que là, on parle de ça. Ah, ils ont menti. Mais de toute façon, ça ne changerait rien. Le modèle, il est là, il existe. Il y a beaucoup de confusion par la suite entre utiliser des modèles locaux versus SaaS. Donc, plein de gens qui vont dire, hey, utilisez pas ça, ça envoie vos données à la Chine. Oui, mais tu sais, c'est pas nécessairement vrai parce qu'on peut utiliser les modèles localement. Beaucoup de mécompréhension sur la différence entre utiliser une app mobile et utiliser un modèle local. Le modèle étant pas du code exécutable, il ne peut pas se reconnecter en Chine et envoyer vos données. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, mais bon, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. On sait que la chose la plus rapide sur Terre est quelqu'un sur LinkedIn qui devient expert un sujet. Mais juste besoin de lire le PDF, de s'informer un peu, puis bon, on voit que ce n'est pas la partie qui est intéressante, les coûts. La partie qui est vraiment intéressante, c'est est-ce qu'il pourrait avoir une backdoor dans des modèles open source? Donc, il ne se reconnecte pas, il ne va pas uploader vos données, mais on pourrait dire, si la personne a besoin de générer du code en, je sais pas, en Python, puis qui pose des questions qui pourraient nous mener à penser que c'est une institution financière, est-ce qu'on pourrait mettre des réponses dans lesquelles il y aurait des vulnérabilités? Ça, c'est beaucoup plus intéressant comme question, mais on n'en a pas beaucoup parlé, puis cette question-là a beaucoup moins fait les manchettes que est-ce qu'une entreprise en Chine ment sur ses coûts de développement, qui n'est pas super intéressant. Donc, des fois, il y a des questions qui sont plus intéressantes, qui sont complètement submergées par, disons, la question la plus évidente, mais moins utile. Ensuite, est-ce qu'on a une question? Ou tu fais juste dire allô? OK, c'est bon. C'est correct, c'est correct. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé ou entendu cette phrase-là dans les, disons, 3 dernières années, là? The defenders have to be right every time, attackers only need to be right once. Qui est d'accord avec cette expression? Bon, on n'en a plus beaucoup. Si j'avais demandé la même chose il y a 10 ans, je pense que tout le monde aurait levé sa main. Fait que ça, c'est quand même un assez bon exemple de quelque chose qui est en train de perdre du momentum comme croyance. Tu sais, en réalité, si on a une injection SQL exposée à Internet qui donne accès à toutes les données de l'entreprise, ou OK, oui, c'est vrai, là, il va y aller juste une fois, puis c'est game over, mais en réalité, on a l'avantage du terrain. Donc, on ne devrait pas propager. Tu sais, c'est super défaitiste. On dit ça, puis pourquoi on se lève? Pourquoi on va travailler en sécurité si on dit que ça ne sert à rien de toute façon? Puis, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est connu pour mon optimisme débordant. Là. Ceux qui me connaissent mieux vont savoir que je suis quand même assez négatif par défaut, mais même moi, je me rends compte que non, c'est quand même pas vrai. Là. On a des logs, on a plein de systèmes, il y a plusieurs couches
à percer avant de voler des données et que ça soit catastrophique. Donc, pourquoi on dit que si on fait une seule erreur, c'est la catastrophe? C'est comme donner des excuses d'avance pour dire, bon, mais quand on va se faire voler toutes nos données, bon, on ne pouvait rien faire anyway. Donc, si c'est le cas, vous pourriez peut-être démissionner puis laisser du budget pour la réponse aux incidents. Bon, là, on va commencer avec un peu plus d'exemples concrets où je vais avoir besoin de vous. Je vais éviter les trucs qui sont complètement fous, mais si vous aimez lire ce genre de contenu, je vous recommande fortement de vous abonner à LinkedIn Lunatics sur Reddit, qui est le meilleur du pire de LinkedIn. Puis ce que vous allez remarquer, c'est que c'est pas rare que c'est des gens en sécurité qui apparaissent sur LinkedIn Lunatics. Puis je pense que c'est vraiment pas c'est pas un bon signe pour notre profession qu'on représente un si gros pourcentage de la population. Bon, avant de commencer pour vrai, un exemple de mythe qui a été vaincu pour voir comment ça peut se passer. Donc, l'expiration des mots de passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est encore pour l'expiration des mots de passe? Puis là, soyez pas gênés, je viens juste de vous dire que j'ai lancé une bûche sur le dos du chum de ma mère, là. On est entre nous. Bon, donc le cycle de vie de ce mythe-là, là, c'est un petit peu trop petit, désolé, je vais vous dire ce qu'il y a sur la slide. Donc, au début, on demandait que les mots de passe, il y ait une rotation, mais les mots de passe, c'était comme un NIP à 4 chiffres, puis c'était pas chiffré nulle part. L'authentification à 2 facteurs n'existait pas. Tout le monde s'est mis à faire la rotation des mots de passe. C'est rentré dans des standards. Les auditeurs s'attendent à avoir une rotation des mots de passe. L'authentification à 2 facteurs devient de plus en plus populaire. Puis là, c'est là où ça devient intéressant. Au moment où l'authentification à 2 facteurs est devenue populaire, il y a certaines personnes qui ont arrêté de faire l'expiration des mots de passe avant que ça devienne accepté socialement. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que à chaque auditeur qui passe, à chaque client qui pose la question, qui vous demande est-ce que vous expirez vos mots de passe, si vous faites juste dire non, ça n'a pas d'allure, vous n'expirez pas vos mots de passe. Je pensais que c'était important pour vous la sécurité. Mais ça en prend des gens qui vont être prêts à s'obstiner avec un auditeur et expliquer non, on ne le fait pas parce que de le faire, ça serait moins sécuritaire. Le challenge est toujours d'être capable d'expliquer ça sans avoir l'air condescendant, surtout quand s'agit d'un client, là. Je ne veux pas avoir l'air de dire qu'il faut être condescendant aux auditeurs non plus, mais en général, ils sont habitués d'avoir des conversations pas mal plus musclées qu'un client potentiel, fait que ça va bien aller. Mais avec les clients, c'est beaucoup plus difficile. Fait qu'on a une période de quelques années où on était comme entre les deux mondes. Puis je pense que ce qui a tout changé, je me souviens pas, c'est 2021 ou 2022. NIST aux États-Unis ont changé leur propre standard pour dire non, c'est pas bon l'expiration des mots de passe, sauf si vous savez qu'un mot de passe est compromis. Ce qui nous a permis à partir de là de dire non, je ne le fais pas et NIST ne recommande pas de le faire. Puis après ça, tout le monde a suivi. Puis maintenant, c'est plus un problème. Mais là, je sais, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont prêts avec des AS400, des vieux trucs. Puis bon, vous avez encore le fameux mot de passe à 4 chiffres, là. Je ne dis pas que c'est réglé sur l'ensemble de la planète, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui dirait si vous avez un compte Okta avec un bon mot de passe puis une YubiKey comme deuxième facteur, vous devriez l'expirer à tous les 90 jours. Ça n'a absolument aucun sens. De toute façon, on sait que la personne va juste changer le dernier chiffre. OK. Le Wi-Fi non sécurisé, c'est la pire chose de l'univers. C'est même pire que marcher sur des Legos le soir parce qu'on ne voit pas. Qui est d'accord avec ça? Qu'on ne devrait pas utiliser des passwords, des Wi-Fi publics. D'accord sur les Legos? OK, un micro. Pourquoi je devrais pas être Je suis sur le Wi-Fi là, ici. Là. Pourquoi je ne devrais pas être sur le Wi-Fi? Est-ce qu'on peut amener un micro à quelqu'un qui veut argumenter pour dire que je ne devrais pas être sur le Wi-Fi? Ah, on a quelqu'un en arrière. Oh, on n'entend pas encore. Pendant qu'il arrange le micro, je veux juste pointer que le dress code entre la première présentation de ce matin puis maintenant, je me rends compte que peut-être j'ai mal. Micro. OK, ben, je vais le répéter pour en ligne. Vas-y. C'est beaucoup trop nuancé comme réponse. Euh, c'est c'est quand même une assez bonne réponse, mais en réalité, Est-ce qu'on répète pour en ligne? ah oui, je ne l'ai pas répété. Donc, on a dit oui, si le périphérique qu'on utilise est sécurisé, oui, on peut utiliser un réseau qui n'est pas sécurisé. Bon, il y a plusieurs facteurs, mais la raison principale pourquoi souvent les gens de sécurité disent vous ne devriez surtout pas utiliser le Wi-Fi
de la conférence, de l'hôtel, de l'aéroport. C'est parce que tout le monde peut voir tout ce que vous faites sur votre réseau, vous allez vous faire voler, nanana. Surtout, surtout, faites jamais de online banking quand vous êtes sur le Wi-Fi de l'hôtel, c'est la faillite assurée. Hum, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec ça, qui dit oui, c'est pas grave? Qui fait comme moi puis utilise le Wi-Fi YOLO? Bon, Olivier, pourquoi? On- je vais répéter si le micro marche peut-être pas encore. Non, mais c'est mes devices, mon analyse de risque, je suis YOLO. Puis, tu sais, pour vrai, je pense que je leak beaucoup d'informations via DNS. Donc, un tiers qui observe le réseau non chiffré va être capable de savoir pour qui je travaille, entre autres, à cause de Slack, C'est etc. marqué sur ton chandail, là. C'était, entre autres choses. Mais donc, c'est ça, c'est des décisions conscientes de privacy. Mais tu sais, à mes enfants, je leur dis de faire attention. Tu comprends? Moi, I know better, fait que je m'en sac, mais ça reste que le conseil général d'un Wi-Fi, surtout, tu sais, fully open, c'est un peu le Far West, tu sais, potentiellement. Mais, tu sais, je prends le risque de le. Ben, ici, non, parce que j'ai pas réussi à me connecter, là, je suis sur mon téléphone. Perfectly Mais, safe. Bon. mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'en dessous de toute cette discussion-là, il y a les VPN pour. Je dis un VPN pour consommateurs, là, donc un NordVPN, ExpressVPN pour pas les nommer et non pas un VPN pour vous connecter à votre entreprise. Ils font aussi vraiment beaucoup de pubs. OK? C'est quasiment impossible d'écouter quelque chose sur YouTube sans avoir une pub de VPN. Puis ça propage toujours ce message que vous devez absolument avoir un VPN si vous êtes sur un Wi-Fi, puis tout ça. Puis bon, premièrement, même si j'étais d'accord avec l'argument que le Wi-Fi public était super dangereux, je pourrais juste utiliser mon téléphone en tethering. Tu sais, je n'irais pas avec un VPN. Parce que je trouve que le VPN, bon, pour se délocaliser, des fois, c'est correct. En passant, ça marche de moins en moins bien. Pour protéger sa vie privée, ça l'aide pas beaucoup parce que tu sais, tous les trackers web et tout ça, ils n'utilisent pas juste votre adresse IP pour vous retracer. Donc, quand les compagnies de VPN vous disent vous allez protéger votre vie privée, OK, de qui? Est-ce que c'est plus sécuritaire que ça soit NordVPN, je ne sais pas où, qui voit mon trafic, que je paye 3,99 par mois? Est-ce que c'est mieux que Vidéotron ou Bell au Québec qui doit répondre aux mêmes lois, ben, dans le fond, que le pays où je vis? Ça, je suis en général pas d'accord avec ça. Puis, il y a beaucoup d'études, guillemets, études qu'on voit sur Internet qui sont sponsored by NordVPN, ExpressVPN, puis toutes ces compagnies-là, ils ont vraiment beaucoup d'argent pour le marketing. Donc, récemment, j'ai vu cette citation. 40 des gens qui ont répondu à un sondage, c'est un sondage de 2000 personnes qui utilisent le Wi-Fi public de façon régulière. 40 des gens disent que leurs données personnelles ont été compromises en utilisant du Wi-Fi public. Mais sur les 2000 personnes, moi je pense que ce qui est arrivé, c'est que ces personnes-là se sont faites, ils ont eu une fraude de carte de crédit à un moment donné, ou leurs informations ont été leakées par une compagnie avec qui ils ont fait affaire. Puis là, quelqu'un leur a demandé, ben, tu utilises du Wi-Fi public, puis parce que c'est impossible. Est-ce que tout le monde fait du full packet capture sur leur laptop pour dire, bon, mais ma carte de crédit vient d'être piratée, je vais retourner 8 mois en arrière. J'étais à une conférence à Québec, puis il y a quelqu'un qui a sniffé ma carte de crédit. C'est impossible. Mais ça, j'ai vu ça dans une thread LinkedIn avec des centaines et des centaines de réponses. La plupart des gens, c'est des gens qui travaillent en sécurité, puis qui donne du momentum à ce message-là, alors que bah, c'est clair que ça n'a pas de sens. Puis j'ai dit oui, mais c'est sponsored by NordVPN, ce que vous postez, ça n'a pas d'allure. Puis la personne a juste répondu oui, oui, vous avez raison, c'est sponsored, mais je continue de le dire. Puis la ligne que j'aime, c'est le VPN encrypte tout le trafic, pas juste HTTPS. Puis je me dis, OK, mais c'est quoi tout le trafic? Olivier a mentionné le DNS tantôt. Puis je me suis dit, je peux peut-être trouver des statistiques sur qu'est-ce que les gens font sur un ordinateur qui n'est pas au moins en TLS, tu sais, HTTPS ou autre. Donc, j'ai regardé le Transparency Report de Google. Vous ne voyez probablement pas les chiffres, là, mais il y a deux lignes. La ligne, à part en 2017 à gauche. Non, en fait, il y a quatre lignes. C'est par système d'exploitation. Donc, on voit Windows, Android, Chrome OS, Linux et Mac. Donc, 5 lignes. Compter, c'est super difficile. Ça part en 2017 puis ça finit en 2024. Puis ce qu'on voit, c'est que par exemple sur Mac, 98 du temps qui est passé dans Chrome sur un Mac
c'est du HTTPS. Il y en a plus du HTTP. Puis quand il y en a, je vous garantis, c'est pas une banque. Juste pour optimisation de search engine, Google va même plus référencer à votre site si vous n'êtes pas en HTTPS. Fait qu'il n'y a presque aucun trafic qui est pas chiffré. Donc, au lieu de dire aux gens, prenez un VPN, dépensez 10$ par mois, alors que c'est des gens qui ont peut-être jamais dépensé pour des outils de sécurité, maintenant, on leur fait croire que le VPN est le plus important à utiliser, mais en réalité, ce qu'on devrait peut-être leur dire, c'est hey, voici comment configurer DNS over HTTPS pour que justement tes requêtes DNS ne soient pas visibles sur n'importe quel Wi-Fi. Ça ne coûte rien, puis ça reste là, puis c'est fait. Puis peut-être pas cliquer quand vous avez des erreurs de certificat puis que vous êtes sur un Wi-Fi. En passant, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il y a certains restaurants ou cafés qui demandent d'installer un root certificate pour accéder au Wi-Fi. Mais si quelqu'un installe le root certificate et qui, après ça, se connecte à son VPN, comment il sait qu'il se connecte vraiment à son VPN? Fait que là, on est rendu vraiment creux dans tout ce qui est PKI, qui est assez complexe. Fait que je dirais, moi, en fait, Olivier, je peux pas, j'ai pas d'enfant, mais si j'en avais, ça ne me dérangerait pas qu'ils utilisent le Wi-Fi public, du moins pas pour leur vie privée, parce que j'aurais configuré leur Mac pour qu'il y ait du DNS over HTTPS. J'aurais plus peur pour les gens qui opèrent ce Wi-Fi-là que pour eux. Puis je pense que c'est peut-être ton cas aussi. Donc, Road cert. J'installe un road cert si j'ai le bar à salade gratuit. nice. OK, prochain exemple. Juice. Excuse, je peux-tu. Ah oui, excuse. deux J'ai des affaires. spots, fait que je vois pas super Non, bien. pas de problème. Premièrement, il fut un temps où on disait qu'il faut marquer les MAC adresses tu sais, pour accéder à des Wi-Fi. Ouais. C'était une exigence. Parmi les exigences qui n'existent plus aujourd'hui, là, c'est un excellent exemple, ça ne marchait pas vraiment. Deuxième point que tu n'as pas mentionné, c'est la sécurité d'un Wi-Fi, c'est utile pour le propriétaire du Wi-Fi. Si je ne sécure rien, n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui installe du Sharporn, là, Ah oui, non, finalement, je suis responsable. Fait que, mais Oui, à je part parle ça, je suis vraiment d'accord avec toi. du point de vue du client. Oh, oui. Évidemment, si vous arrivez en avant de ma maison, mon Wi-Fi n'est pas complètement wide open. Le mot de passe est sur un code QR que vous pouvez voir par la fenêtre. Puis, mais tu sais, si on recule assez loin en arrière, c'était vrai que c'était dangereux. Puis, tu sais, en 2000, pré-Snowden, il manquait quand même beaucoup de TLS sur Internet. Puis si on recule, mettons, je ne sais pas, 2008, même avant ça, là, c'était super facile d'ouvrir un laptop, partir un outil comme Kismet ou je ne sais pas quoi. Tu attendais 10 minutes. La plupart des gens recevaient encore leur courriel avec un client email en POP3 ou IMAP. C'était pas chiffré. Puis, oups, j'ai des mots de passe Bell puis Vidéotron. Fait que c'est quelque chose qui était vraiment vrai. Puis qu'au fil du temps, c'est devenu de moins en moins nécessaire, mais vu que ça se fait de façon progressive, il n'y a pas vraiment une ligne de démarcation qui dit OK, c'est bon, on n'a plus besoin de faire ça. Juice jacking, j'ai ici un screenshot qui date de 2011. Qui est au courant de qu'est-ce que ça veut dire, le juice jacking? Je n'ai pas de traduction, le vol de jus, je ne sais pas trop. Vol de jus. C'est décidé. Brian Krebs, c'est pas quelqu'un qui va poster du FUD en général, c'est un vrai journaliste, mais donc je répète, ça date de 2011. Puis cette histoire-là venait de DEFCON. Mais là, on voit ici en 2023 le FBI qui dit, puis là j'ai un screenshot du FBI Denver, mais en général, le FBI a parti une campagne pour dire aux gens, faites attention avec les prises USB un peu partout, surtout dans les aéroports, puis les centres d'achat, puis les hôtels, parce que vous allez vous faire hacker votre téléphone si vous utilisez ces ports USB-là. Si on recule assez loin, le premier iPhone, quand il est sorti, il n'y avait aucun chiffrement. Connecté USB, on pouvait tout télécharger. Donc, probablement qu'en 2007, brancher son iPhone sur un truc auquel on ne faisait pas confiance, ben, il n'y avait pas de contrôle de sécurité qui pouvait t'aider. Ce qui t'aidait probablement, c'est que dans bien des cas, personne ne se donnait le trouble d'essayer de voler tes données parce que ce n'était pas assez commun. Mais maintenant, on n'est plus du tout au même endroit. Donc, la séquence de juice jacking, là, en gros, c'est quelqu'un arrive à l'aéroport, utilise trop son téléphone, regarde 42 vidéos sur TikTok, la batterie commence à descendre, branche son téléphone, puis là, ben, overdose d'exploit et la personne décède. Sauf qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans toute cette histoire-là. Puis oui, il y a des vulnérabilités, comme d'ailleurs iOS 18.3.1 qui est sorti il y a quelques semaines.
adresse une vulnérabilité USB qui était exploitée, in the wild. Mais quand on dit in the wild, ça ne veut pas dire monsieur, madame, tout le monde au Maïs Champlain à Brossard ou à l'aéroport de Dorval. Tu sais, ça peut être beaucoup plus spécifique. Puis les compagnies qui vont exploiter ce genre de vulnérabilité-là, en général, c'est comme Cellebrite, les autres compagnies qui vendent des outils à la police ou au gouvernement en général pour essayer de faire des analyses forensiques des téléphones. Donc, cette vulnérabilité-là spécifiquement faisait que le restricted mode, qui fait que quand on branche un périphérique USB sur un iPhone ou un iPad, je pense que ça s'appliquait sur macOS aussi. Bon, on pouvait défaire cette protection-là, ce qui nous amenait un peu plus proche d'être capable de prendre une image du device. Donc, il y a des vulnérabilités, ça pourrait arriver, mais si on regarde combien ça vaut ce genre de vulnérabilité-là, qui dit ça vaut au moins 50 000, une vulnérabilité comme ça? Au moins 100 000, encore plus. Bon, c'est un petit peu trop petit. Si j'ai un exemple, à 250 000, un programme de bug bounty qui paye 250 000 pour accès à des données. Quand le fameux cas de San Bernardino est arrivé, vous vous souvenez, le FBI voulait qu'Apple fasse une nouvelle version d'iOS qui leur permettrait de faire un brute force pour télécharger les données du fameux terroriste. Finalement, ils ont acheté un exploit pour faire ça. Ça leur a coûté 900 000 US. Si vous avez aucune éthique, puis que vous décidez de vendre ce genre de bug-là à un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, vous pourriez aller chercher encore plus, OK, dans les millions. Donc, moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui laisse des exploits à 250 000 traîner à l'aéroport de Dorval? Parce que si c'est assez commun pour qu'on dise à tout le monde, là, hey, branchez-vous jamais là-dessus, c'est catastrophique, monsieur, madame, tout le monde, vous allez vous faire pirater votre téléphone, ben je pense que à la gang, là, si on voyage dans des aéroports différents, on s'amène quelques Android puis iPhone de test, on s'assure de les brancher sur chaque port à l'aéroport, puis il y a au moins une personne dans la salle d'ici la fin de l'année qui va avoir trouvé un Zero Day iOS et Android qui va pouvoir vendre à quelqu'un d'autre pour $1 million. Donc, il n'y a aucun cas répertorié de quelqu'un qui s'est fait hacker son téléphone de cette manière-là dans un aéroport, mais le FBI a quand même décidé de rappeler à tout le monde de faire vraiment attention à ça. Puis c'est pas illimité. On ne peut pas rappeler aux gens de faire 14 trucs différents dans leur vie. Puis je comprends juste pas pourquoi c'est le focus du FBI de dire aux gens de ne pas faire ça. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que j'allais dire le président des États-Unis, je vais prendre un autre exemple, là, peut-être. Est-ce que un politicien ou quelqu'un qui travaille pour je ne sais pas, pour l'intelligence, pour le renseignement, devrait se promener avec un téléphone puis le brancher partout. C'est pas du tout ça que je dis, mais quand le FBI fait un appel à tous pour dire arrêtez de faire ça alors que c'est jamais, il n'y a personne qui peut prouver que c'est arrivé à quelqu'un. En réalité, les gens qui se font pirater leur téléphone, c'est presque toujours à distance ou quand c'est pas à distance, c'est dans un cas où ils se sont fait arrêter, ils se sont fait saisir leur téléphone. Puis là, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, que ce soit avec biométrique ou etc. Donc, ça serait une bien meilleure utilisation du temps des gens de leur dire si jamais vous voyez un truc comme ça sur votre téléphone, dites toujours don't trust à moins que ce soit votre propre ordinateur. Puis c'est tout. Pas besoin de leur expliquer il y a Celebrite qui peut faire ça, puis si vous êtes journaliste en Arabie Saoudite, faites attention à tel autre truc. C'est pas la réalité de la plupart des gens. Donc, c'est le ratio signal-bruit est pas très bon. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça passer il y a un mois environ? On en a un là. Donc, Apple a introduit une nouvelle feature qui rapporte tout ce que vous faites dans toutes vos apps à Apple Intelligence. Ça, j'ai trouvé super intéressante celle-là parce que je ne comprenais pas pourquoi tout à coup tout le monde parlait de ça. Dans ma tête, c'est quelque chose qui datait de 3-4 ans. Je me disais, pourquoi un truc de 3-4 ans? Puis là, les screenshots, désolé, là, c'est vraiment moins lisible que je pensais, mais pourquoi un truc qui date de 3-4 ans, tout à coup est partout dans les nouvelles pendant une semaine? Mais en réalité, c'était beaucoup plus vieux que 3-4 ans, là, c'est plus comme 7-8 ans. Mais l'interface a changé. Puis avant, c'était juste marqué Siri, puis maintenant, c'est marqué Apple Intelligence. Donc, les gens qui regardent les différentes fenêtres de configuration pensaient que c'était nouveau. Puis la documentation est mauvaise. Fait que c'est facile d'assumer que, OK, il y a quelque chose qui se passe ici. Puis en réalité, là,
ça reste local sur votre téléphone. Puis c'est ce qui permet de dire, je ne sais pas, le vendredi matin, vous ouvrez l'app de Desjardins pour regarder si vous avez eu votre paye la veille, mais votre téléphone va vous proposer l'icône de l'app de Desjardins parce qu'il sait qu'à 9 h le matin, le vendredi, vous l'utilisez souvent. Ça reste complètement local, puis ça ne prend pas le contenu des transactions dans vos applications, mais à cause d'un changement d'interface, ben, tout à coup, c'est devenu comme le hot topic of the day, puis on a parlé juste de ça, ce qui était quand même assez bizarre. OK, celui-là. Qui pense que leur téléphone les écoute en permanence pour des buts de marketing? OK. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir qui veut le micro pour me dire pourquoi vous pensez ça? Aucune mauvaise réponse. On a un Pac-Man en arrière. Pac-Man, je m'en viens. C'est très anecdotique. On parlait de Ouais. Chainsaw. Et puis, je suis retourné m'asseoir à mon bureau, puis Facebook, il y avait des annonces de Chainsaw. OK. Un autre, j'étais sur un lieu de travail. J'avais un server rack, puis les bits de mon tournevis étaient comme éméchés, fait que ça faisait Puis je suis retourné dans mon auto, puis j'ai vu des annonces de devoirs. Fait que juste le bruit, j'ai même pas dit crise de tournevis, là, j'ai juste le bruit que ça Ben, faisait, je ça a été. suis très impressionné, C'est anecdotique, comme je dis. mais moi, c'est quelque chose que tout le monde qui travaille en sécurité, je pense, se l'est déjà fait demander par quelqu'un. Ah, est-ce que mon téléphone m'écoute? Puis ça. Mais là, il y a des différents niveaux de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mon téléphone m'écoute. Oui, OK, ton téléphone écoute le keyword pour que ce soit Google Home, Alexa, Siri. Désolé si je viens de tout triggerer vos téléphones. Mais une application n'a pas nécessairement accès au micro sans votre autorisation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des applications que des gens installent qui ont accès au micro, puis pendant que l'application est ouverte, peuvent écouter? Ça, c'est clair que ça peut se passer. Mais sauf que la plupart des gens sont vraiment sous l'impression que leur téléphone, là, il est allumé, mais il est verrouillé, il est là, puis il m'écoute. Je pense que si ça arrivait avec un volume moindrement généralisé, on le saurait, puis on aurait plus de preuves. Mais on a eu un peu de preuves cet été qu'il y a des compagnies de marketing qui au moins disent qu'ils sont capables de le faire. Donc ça, c'était sur 404 Media, un des probablement le meilleur nouveau média qui couvre beaucoup la sécurité et la vie privée dans les dernières années. C'est surtout des anciens de Vice Motherboard. Ils ont trouvé des slides de vente d'une compagnie de marketing qui s'appelle Cox Media Group qui disent on est capable d'identifier entre des conversations puis des besoins puis de faire ce mapping-là. Donc, bruit de tournevis égale quelqu'un qui a besoin d'une meilleure drill. Ça vient de leur site web. Là. How voice data works and how you can use it in your business. Puis juste en dessous, l'autre paragraphe, c'est quelque chose du genre It's true, your phone is listening to you. Puis après ça, il explique pourquoi c'est légal, puis pourquoi ils peuvent le faire, puis tout ça. Mais ce qu'il n'explique pas là-dedans, c'est les données viennent d'où? Je pense que c'est très probable que ces données-là viennent de certaines applications spécifiques. Donc, tu as une application, ils utilisent leur SDK, tu donnes accès au micro pour cette application-là. Donc, pendant que tu utilises l'application, est-ce que ça peut t'écouter? Peut-être. Est-ce que ça se peut que ce soit des Smart TV super cheap qui vont mettre ça dedans? Ça se pourrait aussi. Mais c'est pas tous les téléphones Android et tous les téléphones iOS qui écoutent en permanence, mais à cause qu'il y a comme une petite partie de ouais, c'est peut-être vrai, puis à cause que les données sont tellement puissantes aussi, tu sais, c'est anecdotique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Hey, j'ai parlé à mon ami de tel truc, j'ai jamais cherché sur Google, puis là, tout à coup, j'ai vu des pubs pour ça. Puis c'est comme ben, ton ami, il était chez vous. Oui, il était sur ton Wi-Fi. Es-tu sûr que lui n'a pas cherché sur Google le truc dont vous discutiez? Puis la plupart des gens, ils n'ont pas d'idée à quel point disons, le industrial complex de publicité mondiale est avancé, puis il y a beaucoup de données. Donc, on n'est pas capable de vraiment savoir pourquoi ils peuvent prédire que j'ai besoin d'un nouveau tournevis. Est-ce que c'est juste à cause du son, de la bruit, de la drille? Est-ce que tu en as acheté une en passant? Non, tu n'as rien acheté. C'était même pas efficace, tu sais. Mais donc, c'est ça. Fait que des fois, c'est difficile parce qu'il y a peut-être une petite partie de vérité, mais encore là,
Moi, ce que je dis aux gens, c'est si votre téléphone il est verrouillé puis vous n'avez pas d'application qui roule, moi, je ne m'en fais pas avec ça. De toute façon, j'ai beaucoup d'autres problèmes à m'inquiéter, tu sais, en tant que personne qui travaille en sécurité. Question? Oui. Ah, en fait, c'est une remarque. Si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'on va tous avoir des pubs de tournevis sur nos téléphones Exactement. là tout de suite. Fait Exactement. que, vous pouvez tous vérifier sur vos téléphones, c'est gratuit. Exactement. C'est un très, très bon point. OK, cela, ça va peut-être soulever les passions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour enlever les droits d'admin local sur les postes? OK, micro, on a besoin d'un micro en avant, là. Non, non, il y a trop d'erreurs qui sont faites avec les admins, donc plus de droits d'admin, plus d'admin. Mais Voilà. pourquoi? Trop le bad click, la mauvaise erreur, surfer n'importe comment, et puis voilà. Mais en quoi surfer n'importe comment est pire parce qu'ils sont admin? Ah non, et en étant admin, c'est plus de risques. Parce que? C'est parce que, parce qu'ils vont tout casser. Parce qu'ils vont tout casser. OK, Parce qu'ils vont. prochain. On en a monsieur, puis ensuite Olivier. Alors, moi, je suis dans un organisme public et puis avant, j'avais un portable et on me donnait admin parce que j'aimais bien installer certains logiciels qui me permettaient d'améliorer ma productivité. Puis là, ben, avec la sécurité qui arrive, on m'a enlevé le droit admin. Alors, je suis excessivement frustré. OK, donc vous n'êtes pas pour enlever les droits d'admin. Non, 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 Ah, OK. je suis con. Mais Enlever parce les que droits. votre productivité en est impactée. Ouais, je suis frustré à tous les jours. Bienvenue dans le club. Est-ce que je peux te contredire une autre fois? Ouais, absolument. On est là pour ça. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'est euh, le fils ou la fille adolescente qui installe des jeux craqués le week-end sur le laptop de ses parents. Deuxième exemple. Oui, mais je parle plus dans un environnement d'entreprise, mais c'est un bon exemple. Entreprise. Tu prends Ouais. le laptop, tu l'amènes à la maison le week-end, tu ne sais pas ce qui se passe dessus. Mais c'est vrai aussi si les gens ne sont pas admin. Hein? Non, s'ils ne sont pas admin, ils ne seront pas capables de l'installer. Fait qu'être admin, ça l'empêche d'exécuter des exécutables. Ça empêche d'installer. Ça empêche d'installer, mais il y a une version portable d'à peu près tout ce qu'on peut trouver. Puis ça empêche d'installer sur Windows, sur un Mac, drag and drop, application en dessous de Mac en Home. entreprise, sur Ben, quelle planète? hein? Ah, excuse-moi. En Californie. Mais ceci étant dit, ça, premièrement. Deuxièmement, maintenant, il y a moyen de venir départager les droits qui vont donner de la possibilité d'avoir une bonne productivité, du genre installer une imprimante versus Ouais. avoir des droits d'admin complets. Les droits d'admin complets, ce que ça fait aussi, c'est que tu as un script qui arrive dans un fichier Adobe ou qui est une attaque de phishing. Ben, si tu cliques dessus et tu dis oui, il va s'exécuter en tant qu'admin. Fait que moi, ça, c'est la raison ultime pourquoi je dis. Mais je cherche pourquoi ce script-là il est plus dangereux en tant qu'admin. Il y a comme une raison spécifique. Ben, parce que ça te donne le privilège de tout faire sur un poste, incluant le chiffrer, incluant détruire le registre si tu veux. Tu peux carrément faire tous les accès privilégiés sur un poste. Ouais, c'est bon, ça. J'ai une petite note là-dessus spécifiquement. Après, y a quelqu'un d'autre? Ben, il y avait Olivier. Non, mais admin, tu peux désactiver ton antivirus. Fait que, tu sais, n'importe quelle attaque d'ingénierie sociale, puis tu sais, on le voit avec les infostealers, c'est on va faire semblant que tu fasses une action, on va te dire ah ouais, mais là, ça, pour cette fonctionnalité-là, tu as besoin d'enlever admin. Puis tu sais, tu te souviens la faille de le supply chain attack de SolarWinds. Il disait à des IT administrators de disabler l'AV, là, le support de SolarWinds eux-mêmes. Fait que donc, en étant admin, tu es capable de désactiver ton AV, puis là, tu viens de te rendre aveugle. Ça, c'est vrai pour l'antivirus, mais c'est vrai aussi donc pour les EDR puis toute ta télémétrie. Puis là, si tu deviens aveugle, tu n'es plus capable de faire de réponse. Donc, c'est vraiment quand même assez grave. Je sais que c'est pas réaliste, là. Tu sais, ça affecte la productivité de tout le monde, puis encore pire, des devs, tu n'es pas capable de leur faire ça. Ouais. Mais ça reste que ça devrait être vers ça qu'on doit tendre, à mon avis. Ouais. C'est bon, c'est pour ça, lui, je l'avais gardé pour la fin parce que je savais que ça allait attirer. Est-ce que ça couvre pas mal de monde? On va prendre un dernier. En vrai, on enlève le droit d'admin, mais moi, je suis quand même admin de ma machine. Hein, donc, pour les autres, on l'enlève, mais pour moi, je le garde. Ah. Mais c'est drôle, moi, je suis l'inverse. Je veux, moi, ne jamais avoir de droit pour que ça soit jamais de ma faute. Mais bon. Je peux-tu Oui, vas-y. des points?
Je suis d'accord avec ce que les messieurs ont dit sur l'importance de tout ça. Mais je pense que la vraie solution, c'est d'avoir un moyen de donner des droits rapidement aux gens qui en ont besoin et de contrôler ça à travers, Ouais. au cas par cas. Là. C'est le bon compromis, probablement. Let's go. On a-tu encore le temps ou? Ouais. OK, parfait. Si je me place de l'autre côté au niveau administration, réseau, ben, l'installation par les utilisateurs peut causer des problèmes de licence, des problèmes au niveau des audits de droits qui Mhm. n'ont pas d'avoir. Donc, c'est utile, mais si les gens installent n'importe quoi qui n'est pas approuvé, qui n'est pas acquis, qui est logiciel craqué et autres, en entreprise, ça peut être grave aussi. Là. Oui, absolument. Donc, je pense qu'il y a en fait une chose qui fait la plus grande différence entre est-ce que vous devriez enlever les droits d'admin ou pas. Puis la première, c'est si vous êtes dans un environnement Active Directory, soit traditionnel ou hybride, vous n'êtes pas 100% sur Entra, c'est l'accès à la mémoire en tant que local admin qui peut permettre d'aller lire les credentials d'autres comptes sur votre machine. Parce que votre machine soit compromise, dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment plus grave que les données auxquelles vous avez accès en tant qu'utilisateur. Mais s'il y a un compte de service qui roule, qui lui est en mémoire, puis il y a des droits sur d'autres postes de travail ou des serveurs, ben là, c'est comme ça qu'on va avoir un mouvement latéral qui va être fulgurant. Tu sais, j'ai déjà vu des 10-15 000 PC se faire wiper en 40 minutes. À travers ça, c'était pas une super bonne journée. Euh, Sauf que la réalité est vraiment différente entre une grosse entreprise qui a Active Directory, des postes Windows. Si vous avez des comptes de services qui sont en mémoire et qui ont accès à d'autres choses, vous allez avoir un problème un jour. C'est sûr, vous devriez absolument les enlever, mais vous ne voulez surtout pas que les gens soient admin local en attendant. Mais si vous êtes dans un environnement où tout est géré par MDM, ben là, ça peut être différent parce que le vrai admin, dans ce cas-là, va être le MDM. Puis comme Olivier disait, oui, il y a certains contrôles de sécurité qu'on peut désactiver quand on est admin, mais il y en a d'autres que non. La plupart des EDR maintenant ont du anti-tampering qui va résister à un utilisateur moyen. Mais aussi, par exemple, si vous configurez par MDM un poste de travail, que ce soit Windows ou Mac, c'est des paramètres que même l'admin ne peut pas défaire. Donc, dans bien des cas, ce que vous allez gagner en sécurité, vous allez plus que le perdre en productivité, mais dans un environnement Windows, avec Active Directory, ça peut être catastrophique. Donc, c'est pour ça que, bon, c'est un peu un piège dans le sens qu'il n'y a pas de, il y a pas de réponse parfaite, mais si vous êtes ceux qui essaient d'enlever les droits d'admin à, par exemple, un développeur, bon, comme on disait, ça prend vraiment une façon de les donner de façon temporaire quand c'est nécessaire, parce que sinon, ça va être catastrophique. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres exemples de des trucs qu'on dit qu'on répète, puis qui sont peut-être pas si utiles que ça, qu'on perd notre temps? Mais c'est vrai, là, mais Donc, l'intervention, c'était la cybersécurité, ça coûte cher. oui, excusez, j'oublie toujours de répéter. Ça coûte en cher pour ligne. les gens ici aujourd'hui. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a certains fournisseurs, des fois, qui coûtent tellement cher qu'on peut se dire j'aimerais mieux payer la rançon. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie à très long terme. Puis, tu sais, on a eu plusieurs présentations ce matin. On parlait, ben justement, René Sylvain, tu disais il y avait à peu près 10 outils de sécurité qu'on peut intégrer dans juste une seule solution. Dans mon expérience, les très grandes entreprises ils ont 70 à 80 outils de sécurité différents. Fait que c'est en faisant ça que, oui, ça coûte vraiment cher parce que là, on a beaucoup de. Tu sais, si on fait un diagramme de Venn de tout ce qu'on a, il y a plein de choses qui s'empilent, puis on paye 4 fois pour la même chose qu'on utilise à moitié. Fait que oui, ça peut coûter cher, mais pour avoir fait la réponse à un incident qui a coûté, je pense, 102 millions US, je peux vous dire que le pas de sécurité peut aussi coûter très cher. On a un autre exemple ici, oui. Oui, pour revenir à ce qu'on disait tantôt à propos du téléphone qui écoute, Mhm. on dit aussi, je le vois souvent, là, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu de l'informatique qui me font la remarque en disant ils sont beaucoup tournés vers la protection des données personnelles. Ouais. Et ils disaient, moi, je téléchargerai jamais Facebook parce que mon téléphone va avoir, enfin, toutes les données qui vont passer sur mon téléphone vont être envoyées à Facebook, etc. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu en penses à ce propos-là? Mais quand on dit ça, il y a certaines personnes qui vont sous-entendre que l'application a accès à plus de données qu'elle devrait. Puis ça, je pense que c'est beaucoup arrivé dans le cas toute la discussion sur TikTok aux États-Unis. Tu sais. En réalité, il
y a des gens qui disaient, ah, pour la vie privée, ça n'a pas d'allure, mais c'est plus une question, tu sais, de contrôle des médias, puis tout ça. Mais on voyait qu'il y a des gens qui avaient l'air de dire que l'application TikTok était capable de copier votre téléphone au complet. Mais là, si c'est vrai, c'est un bug dans le système d'exploitation, puis il devrait se faire kicker en dehors des App Store. Mais par exemple, c'est vrai que, bon, LinkedIn était un super bon exemple de ça. Je ne sais pas c'est comment maintenant, mais la première chose qu'il faisait quand tu installais l'application, c'est est-ce que tu peux me donner accès à tous tes contacts pour que ça soit plus facile de les trouver? Tu dis oui, puis là, whoop, tout le monde que tu connais depuis 20 ans vient de se faire spammer à cause de toi. Bon, c'est peut-être pas un bug dans le système d'exploitation, mais si on regarde maintenant aujourd'hui, les systèmes d'exploitation mobile sont beaucoup plus granulaires sur l'accès aux contacts. Fait que, tu sais, oui, ces applications-là utilisent beaucoup de données. C'est juste qu'il ne faut pas s'imaginer que ces applications-là sont capables de sortir en dehors de leur sandbox. Là, tu sais, c'est ça qui est là. Mais encore là, il y a des petites exceptions. Facebook, il y a 7-8 ans, je pense, avait un service de VPN gratuit. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui arrive. Hein? Un VPN, c'est bon pour la vie privée. Fait que c'est ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui recommande une vieille pratique juste parce que, bon, on a toujours fait ça comme ça, surtout à une audience générale, les gens qui ne sont pas des spécialistes en sécurité, si vous voyez quelqu'un qui prend des citations de la recherche de Ponemon ou de d'autres instituts dont les chiffres sont un peu douteux, euh, pour les étudiants, là, vous allez souvent voir des recherches qui viennent de ISC Square et autres qui disent il y a 3 millions de jobs à remplir en cybersécurité, puis vous vous dites, mais comment ça personne m'appelle? Mais parce que c'est pas vrai. Euh, Puis il y a des super mythes, là, celui-là, le dernier que j'ai en bas, là, c'est super commun. Ça, c'est une citation, puis j'ai un de mes amis, Adrian Sanabria, qui a fait de la recherche sur cette citation-là spécifiquement, qui est répétée partout, partout depuis des années. Puis la source, je pense que c'était IBM, puis la personne qui l'avait écrit dans un rapport avait juste dit, ben, qui a dit tantôt que 80% des statistiques sont inventées par, bon, mais c'était exactement ça. Il fallait que je mette quelque chose dans un rapport, j'ai écrit ça, mais après ça, tout le monde s'est emparé de ce que j'ai écrit, puis c'est comme devenu un fait. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça qui est là, tu sais, donnez des ressources, essayez de rediriger vers la solution qui est peut-être la plus simple, la moins coûteuse. Si vous avez votre grand-père qui dit je me suis acheté un livre pour mettre mes mots de passe, essayez pas d'y vendre une licence de 8 ans de One Password puis 4 YubiKeys, tu sais, ça ne sert à rien. Laissez-le utiliser son livre, c'est pas grave. Puis si jamais euh, c'est des journalistes, puis ça m'arrive très, très, très souvent, je vois des trucs dans les médias qui, c'est pas vrai, c'est une mauvaise interprétation, puis ça peut induire les gens à l'erreur. Prenez un 5 minutes de plus pour les informer. Je fais quand même assez souvent, puis la plupart du temps, ils me répondent, ils disent ah, merci, je n'avais pas compris exactement de telle ou telle façon. Fait que, si tout le monde, dans la prochaine année, on voit 2, 3 trucs qui sont postés par des journalistes, puis on prend le temps, scène condescendant, d'expliquer pourquoi, ben non, c'est pas si dangereux que ça, il y a des choses qui sont pires, ou tel truc est plus dangereux qu'un autre, ben, au fil du temps, ben, on va peut-être venir à bout de ces autres légendes urbaines, un peu comme notre fameuse rotation de mots de passe qui supposément réduisait le risque alors que c'était pas du tout vrai. Donc, si vous voulez continuer la Flame War, ben, vous ne voyez pas mes informations de contact, fait que vous ne pourrez pas, c'est trop petit. Merci beaucoup. Du temps pour s'il y a des questions. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Guillaume. Très, très, très intéressant. Je pense que j'ai vu beaucoup de sourires, donc beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on a des questions? Oui, dans le fond, là-bas. Ce n'est pas une question, c'est plus, à un moment donné, je travaillais pour faire du DevSecOps. Et donc, je cherchais, c'est le fameux, ça coûte 1 à corriger en l'architecture, 10 à corriger dans le dev, 100 en prod, 1000 100 en pré-prod, 1000 en prod. Et en fait, quand tu cherches d'où est-ce que ça vient, tu trouves assez peu de sources, et toutes les sources citent un rapport des années 60 qui n'est plus disponible et dont l'auteur, en fait, nie avoir écrit ça, en fait. Fait que je dis pas que c'est pas vrai, effectivement, vaut mieux ne pas avoir un bug et le corriger le plus tôt possible que attendre que ce soit prod. Mais les chiffres qui sont cités, en fait, bah, c'est comme ça sort à quelque part. Puis Ça, puis il y a beaucoup de chiffres qui sont répétés comme ça, ou même des citations célèbres, comme j'avais la loi de Cunningham. Cunningham, c'est lui qui a inventé les wikis, puis c'est lui qui a dit la meilleure façon de trouver l'information sur Internet, c'est de poster la mauvaise réponse.
Mais je pense qu'il dit qu'il n'a jamais dit ça en réalité. Puis c'est quelqu'un qui a dit qu'il avait dit ça. Puis depuis, tu sais, c'est comme le fameux Bill Gates a dit que 640 kilobytes de RAM, c'était correct pour tout le monde. Est-ce qu'il a vraiment dit ça ou pas? Au fil du temps, ça devient vraiment, vraiment difficile. Puis on trouve comme plus de raison. Mais de toute façon, au lieu d'essayer de se fier sur ce que quelqu'un disait il y a 20 ans, quand aucune communication était chiffrée sur Internet presque, peut-être qu'on devrait juste regarder en ce moment c'est quoi la réalité. Tu sais. Puis, par exemple, les fameux droits d'admin, pour qu'est-ce qui est sur des serveurs, moi, je suis beaucoup plus agressif que pour les postes de travail. Je dirais personne ne devrait être admin sur des serveurs. On a les technologies pour le faire. Vous devriez déployer avec des pipelines. Personne n'est capable de se connecter à sa production. Mais si on ne pouvait pas dire ça il y a 20 ans, on n'avait pas l'automatisation qui est disponible maintenant. Fait que, juste revoir nos façons de faire à toutes les quelques années. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, toi, Guillaume, c'est quoi ta plus grande leçon? Ben, ma plus grande leçon, j'ai dit au début, j'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup d'expérience, puis malgré ça, je continue de faire des erreurs. Puis je suis capable de voir que dans certains cas, j'ai Olivier qui a un commentaire, il va me blaster, hein. Mais des fois, il faut reconnaître que peut-être que qu'est-ce que je dis depuis 10 ans, c'est cave, puis je vais arrêter de le dire, c'est tout. Puis peut-être je vais revenir l'année prochaine ou dans 2 ans, puis je vais dire, souvenez-vous, il y a 2 ans, j'étais vraiment épais. Puis ça ne va pas me déranger de le faire. Comment on fait pour lancer une bûche sur un char? OK, mais en gros, là, je vais faire une histoire assez courte, c'est qu'on venait de déménager, puis il y avait une pile de vieux bois pourris, puis on faisait comme une chaîne, tu sais, quelqu'un lançait à mon frère me lançait à moi, puis c'est moi qui le lançais sur le bord de la rue. Puis j'ai comme mal visé. C'est ça. Mystère éclairci. Exactement. C'est la première fois que je l'admets en public. J'ai pas tendance à admettre mes crimes. Exactement. C'est pas enregistré, hein? Si c'est enregistré, je vais dire que c'est un deepfake. C'est correct. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, interventions? Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Ah, on en avait une? J'ai-tu manqué de main? Encore, Olivier. Encore moi? Hey, j'aimerais ça que tu partes un LinkedIn Lunatics Québec. Oh, hey, wow. Je vais faire Hey, ça dans mes temps libres. Ça serait drôle, ça serait drôle. Mais j'aurais l'impression de taper toujours ces mêmes 3, fait que je pense que je vais laisser faire. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.